Super, merci à tous, d'être là. Il y avait un choix cornélien entre les 2 salles. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être, avec, Nicolas pour pouvoir faire un retour d'expérience sur l'IA responsable. Donc on va vous partager des use cases et également vous partager des pistes de réflexion. Alors, hop. Alors on va se présenter respectivement. Nicolas, je te laisse la parole. Donc moi, au sein d'Orange France, je porte toute l'activité IA responsable et consentement. Et moi, je suis Raphaël, je suis un des cofondateurs de Didomi et je suis le Chief Revenue Officer, donc en charge de sales, marketing et customer success. Alors, vous les connaissez déjà, mais rapidement, Nicolas, si tu veux dire deux, trois mots sur Orange au niveau des grands chiffres. Bon, c'est des chiffres et à chaque fois, c'est impressionnant même pour moi de les revoir. On est présent dans plein de pays. Je vois d'ailleurs qu'il y a des gens du groupe qui connaissent beaucoup mieux les filiales que moi. On a énormément de clients qui sont sur plein de devices, qui utilisent nos applications, et donc qui ont des expériences un peu croisées et du coup, on en reparlera un peu plus loin. Merci Nicolas. Côté Didomi, donc il y a à peu près 40-50% de la salle hein, par rapport aux mains levées qui nous connaissent déjà. Donc on est spécialisé dans la gestion du consentement. Il y a beaucoup de personas CRM dans la salle. Donc on est surtout connu hein, pour la partie visite de l'iceberg, donc toute la partie bannière cookie sur lequel on a un acteur très significatif. Et en fait, on va beaucoup plus loin puisqu'on aide à avoir un consentement qui va être de plus en plus persistant hein, dans un monde où les cookies disparaissent. C'est une surprise pour personne. Et comment on fait pour avoir un consentement qui va être persistant, qu'on va aider à collecter, à stocker pour avoir la preuve et à distribuer dans tous les systèmes d'information que vous avez. Aujourd'hui, on a à peu près 1500 clients, 2 tiers en France, un tiers à l'international. Et je ne vais pas tout vous expliquer, mais grosso modo, un chiffre qui est assez parlant, c'est qu'en fait, on a à peu près 1,82% du trafic mondial qui passe par Didomi. Donc ça commence à être assez costaud puisqu'on a des acteurs comme Orange, des éditeurs de presse, des très gros e-commerçants qui nous font confiance et qui nous ont fait confiance pour une première étape et qui continuent de le faire pour avoir justement ce consentement au niveau de l'email, au niveau de notre préférence utilisateur et autres qui sont des enjeux clés pour vous ici. Donc, Orange et Didomi, Orange n'est pas un client récent, c'est un client, c'est plus qu'un client, c'est vraiment un partenariat historique. On a commencé juillet 2019, si je ne me trompe pas, Nicolas. Et je remercie Nicolas de vraiment aider dans ce partenariat à toujours aller plus loin et d'en faire bénéficier Orange. Et ça fait maintenant 5 ans et j'espère encore très longtemps. Et il y a des enjeux derrière, bien évidemment, de compliance, de conformité, on va en parler. Il y a des enjeux de confiance aussi au niveau de l'image de marque, puisque le respect de la data utilisateur et de son consentement, c'est également extrêmement important pour un groupe et surtout pour un très grand groupe. Donc aujourd'hui, grosso modo, ça va être en 3 parties. Premièrement, vous rappelez quand même les enjeux autour de la data privacy. Alors je sais que ce n'est pas le thème le plus drôle. Vous composez tous au quotidien avec, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Donc il vaut mieux être sachant sur le sujet et avoir des solutions pragmatiques. Également les sujets autour de l'IA. Deuxièmement, on va vous partager ce qu'on fait déjà avec Orange. On va plus loin que la simple bannière. Et troisièmement, Nicolas vous partagera justement les travaux qu'on a en cours, notamment au niveau de l'IA. Alors, quelques chiffres, parce qu'on vous parle beaucoup du RGPD. Bon, maintenant, ça fait depuis 2018, il n'y a rien de très nouveau. Et même avant, il fallait quand même un opt-in pour vos campagnes email. Un chiffre qui est quand même important. Alors, au niveau des sources, vous pouvez les retrouver, on partagera la présentation. Nous, on est souvent sur du Gartner, du Forrester. Et un chiffre qui est important à garder en tête, c'est que vous avez trois quarts du monde qui va être grosso modo couvert d'ici la fin de l'année par une loi sur la protection des données. Donc nous, ça fait déjà pas mal de temps, mais il y a des lois un peu partout qui poussent, qui sont plus ou moins contraignantes. Alors le RGPD, on est déjà sur un standard assez contraignant, mais en fait, on le voit en Amérique du Nord au niveau de chaque État, au Canada, et en fait, c'est un trend qui ne va faire que s'accentuer. On ne peut pas imaginer un monde dans lequel les gens vont vouloir moins de vie privée. Et un point à mettre en parallèle, vous avez aujourd'hui 30% des utilisateurs seulement hein, qui estiment qu'on respecte leurs données. Donc, ce n'est pas beaucoup. Et même en termes de confiance, on peut encore faire mieux. Donc, il y a vraiment un enjeu.
Maintenant, au quotidien, vous avez des contraintes de performance, de compliance et d'expérience utilisateur, les 3 étant liés. Donc ce qu'on voit quand je parlais de trend, c'est aussi important quand même si je dis que le sujet, il peut être un peu anxiogène et ça peut un peu vous brider. Vous avez tous certainement vécu des discussions avec des DPO qui vous disent: «Mais non, tu peux pas faire ça c'est pas possible». Je prends même pas l'exemple du 25 mai 2018, on a tous reçu, des centaines d'emails, «Merci de vous re-opt-in, sinon on supprime». Qui a supprimé ici, je pense? Pas beaucoup, peut-être quelques bons élèves, mais c'était quand même un pari risqué et on est toujours perdu. Les amendes, mais qui n'est pas le risque majeur. Donc, c'est bien sûr qu'il y a un risque, d'amende, ça peut coûter cher, 4 du CA, mais il y a des impacts qui sont beaucoup plus forts. Les impacts réputationnels, c'est pour ça qu'on parle d'image de marque. Quand vous êtes épinglé, c'est comme une cyberattaque. On considère que pendant 2 ans, bah, vous êtes un peu isolé et tous vos partenaires, ben, veulent plus trop bosser avec vous. Et il y a également d'autres préjudices. Bien sûr, si vous avez une problématique au niveau des données, bah, il faudra les effacer. Et ça, si le régulateur vous demande de les effacer, parfois c'est bien plus douloureux que quelques pourcentages de son chiffre d'affaires. Donc on est sur un trend qui fait qu'on va vers plus de privacy et qu'il n'y a rien qui dit le contraire. Deuxièmement, ben, la qualité de la donnée, avoir le bon consentement. Vous avez également des partenaires qui sont exigeants et qui vous disent: «Moi, si j'ai pas le consentement, bah, je ne fais rien», grosso modo. Donc comment on fait pour l'avoir? Pour que ce soit proprement distribué dans tous vos systèmes et évidemment, l'expérience utilisateur, comment on rend ce consentement plus persistant. Donc nous, on vend des bannières cookies, mais à titre personnel, c'est pas la meilleure expérience possible. On va pas se le cacher. Donc c'est ce dont on va parler quand on parle de consentement persistant, cross-device. Comment on fait pour éviter de leur demander à chaque fois qu'on se connecte? Alors pour enchaîner, effectivement, la GDPR et e-privacy, parce que même si on n'en a pas parlé, c'est un peu en trame de fond, nous ont beaucoup impacté sur les consentements. Il y a un nouveau règlement qui, est l'IA Act. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler, qui d'ailleurs vient d'être signé, qui va être publié au JO européen là cet été. Ça vient vite, surtout que la GDPR, on avait 3 ans pour se mettre en conformité. Là, on a 6 mois, 2 ans, 3 ans en fonction de ce qu'on fait. Donc ça risque d'être assez contraignant. Hem, il y a 4 types de risques qui, sont identifiés dans ce règlement. Alors, il y a des risques inacceptables. C'est quelque part ces risques inacceptables, hein, qui ont forgé l'IA Act. C'était, on ne veut pas un score social à la chinoise. C'était des choses comme ça effectivement qui, visaient à brider certaines pratiques au niveau européen parce que les droits de l'homme sont plus présents, sont plus prégnants. Sur l'intention, c'est très simple à identifier et ensuite, quand on regarde les textes, comment c'est formulé, bah, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce qu'un score social, c'est quoi? Est-ce que si je fais un score sur mon client en utilisant des données externes et que, tiens, je vais prendre le fait qu'il ait été, arrêté ou, sanctionné, pour ne pas lui donner, une offre ou identifier que j'ai un risque de fragilité sur ce client, bah, là, on commence à rentrer dans des choses qui sont presque interdites. Donc il y a ce premier volet. Il y a un deuxième risque toutes les sociétés vont avoir autour de l'IA, parce que je pense que toute société a une activité RH. Bah, les activités RH sont plein dans ce qui est à haut risque. Il y a d'autres activités, des activités légales, fraude et cetera. Côté Orange, on va avoir toute l'activité de réseau. Les banques vont aussi être très concernées. Est-ce que j'accorde ou pas un prêt? Bah, ça va rentrer dans potentiellement des activités à haut risque. Risque limité, on rejoint des sujets d'actualité. L'IAGEN, on en parle partout. Bah, avec, ces risques limités, on va rentrer dans ce qui encadre l'usage des IAGEN, avec des dimensions un peu particulières parce qu'il y a l'IAGEN, mais il y a l'IA générale. Pareil, l'UE est très fervente de définition. L'IA générale étant, GPT-4, c'est de l'IA générale, 3.5, ça ne l'est pas. Voilà. Donc et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bah, ce sont des exigences beaucoup plus prégnantes. Alors, des exigences quand on les utilise, qui vont être des exigences de transparence, mais ça va être aussi des exigences, sur la façon dont ces IA fonctionnent. Est-ce qu'il y a des formes de biais qui apparaissent dedans? C'est quoi des biais quand on a des IA génératives qui sont des outils probabilistes et qui vont pas nous dire la même chose tout le temps? Donc ça renvoie des risques vers les fournisseurs. Alors,
un petit conseil, si vous utilisez les IAGN, évitez de faire des packages avec des IAGN que vous vendez à vos clients parce que vous devenez fournisseur d'IAGN. Et alors là, impossible de répondre aux exigences, hein, parce que c'est pas vous qui avez fait le modèle, c'est OpenAI, etc. Donc voilà, risque limité, c'est censé être moins exigeant, si ce n'est que comme on va sur des modèles qu'on maîtrise très très peu, sauf à s'appeler Google, Microsoft, OpenAI, on est incapable d'y répondre. Et puis risque minimal, là, c'est plutôt la porte ouverte, tout va bien se passer. L'IA Act, du coup, c'est bien une réglementation, mais elle ouvre à d'autres éléments. On parle de Code of Conduct. Ces Code of Conduct, en fait, l'Europe dit on n'est pas en mesure de définir la bonne façon d'utiliser les IA. Et donc, ce sont aux professionnels de, ensemble, identifier quelles sont ces bonnes pratiques qui vont nous amener vers des IA de confiance. Alors, nous, chez Orange, on a pris le parti de ne pas parler d'IA de confiance, parce que c'est les clients qui doivent nous décider s'ils nous font ou pas confiance, mais c'est cette cible vers laquelle on va chercher à aller. Et sur ces codes of conduct, donc il y a plein de façons différentes d'y aller. Donc il y a des approches européennes, il y a l'IA Pact qui en est une. Chez Orange, on participe à une association qui s'appelle Positive AI, il y en a d'autres. Et ce qui est somme toute très intéressant dans ce type d'organisme, c'est que c'est aussi l'occasion d'échanger avec des pairs sur les pratiques à avoir. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'à quand bien même les textes sont tombés, la façon de lire, interpréter ces textes va continuer à changer, à évoluer. Et donc ce partage de bonnes pratiques va être particulièrement prégnant. J'ai pas mal parlé d'IA Act. Au-delà, en fait, il y a cette notion d'IA responsable et qui s'appuie sur 3 piliers. Il y a un pilier réglementaire, l'IA Act, un pilier réputationnel, donc Raphaël t'en a déjà un peu parlé et on l'avait déjà sur la GDPR, et puis il y a un impact aussi, enfin un risque business. Ce risque business est pas tant de mal faire que de faire bien des choses qui finissent par moins bien fonctionner. Donc, il y a un des volets qui est très important, qui est comment on pilote les IA et comment ces IA continuent à nous apporter de la valeur et à fonctionner. Et donc ça rentre typiquement dans ce qu'on regarde dans le cadre de l'IA responsable. Et ce qui est très intéressant, et on l'avait déjà tous entendu, hein, la GDPR, on s'est dit: «Ah, c'est pas une contrainte, c'est une opportunité», et cetera. Bon, on s'est réveillé du cauchemar, mais l'IA responsable, pour le coup, si on la prend vraiment comme IA responsable, nous, aujourd'hui, tous les projets qu'on regarde avec cette approche ont délivré beaucoup plus de valeur que quand ils sont partis tout seuls. Parce qu'on s'est posé plus de questions. Quand on lance un projet, bah tiens, comment ça impacte les métiers? Comment ça impacte le quotidien? Qu'est-ce qui va faire que ça va se mettre à dériver? Quelle est la valeur qu'on va chercher à récupérer? Est-ce que l'algorithme qu'on envisage est le bon? Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Mais c'est en regardant toutes ces questions, en fait, qu'on a des départs lancés qui sont beaucoup plus efficaces. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est les 7 piliers qui ont été fondamentaux dans la création de l'IA Act. Sans rentrer dans les détails, je vais vous donner quand même deux, trois points qui sont, je pense, intéressants. L'équité, avec la GDPR, on sait tous, hein, l'équité, c'est les biais genre, origine, ethnie, affinité religieuse, politique et tout ce qui va bien. Euh, Chez Orange, dans notre approche IA responsable, on ne s'est pas arrêté à ça. Typiquement, on s'est posé des questions de comment on peut avoir des approches différentes sur certaines données qui vont créer des biais. Un exemple concret, on a du réseau. Le réseau, bah, il n'est pas genré, il n'a pas d'affinité politique jusqu'à présent. Euh, et l'enjeu sur le réseau est de faire que le réseau soit fiable, d'identifier là où on va avoir des interventions à mener rapidement. Et bah, si on et pour ça, on a des photos qui nous remontent et sur lesquelles on va identifier la priorité et l'urgence, d'intervenir. Et bah, si on regarde des photos, au début, on va se dire effectivement, comme je disais, hein, il y a pas de biais dessus. Sauf que si je traite moins bien un poteau qu'un câble, qu'une armoire, bah, je vais peut-être mieux servir certaines zones et donc bah, à la campagne, les gens vont moins bien être connectés parce que, il faudra plus de temps pour intervenir. Donc ça, c'est une façon comme une autre, hein, mais de voir l'équité et où les biais ne s'arrêtent pas aux biais qu'on a usuellement.
Et ça nous amène vraiment à revisiter la façon dont on identifie nos KPI et on pilote l'efficacité de nos IA pour identifier bien là où effectivement, bah, elles sont moins adaptées, moins performantes. Pour aller dans le concret, pour vous expliquer ce qu'on a pu faire avec Orange sur la partie, consentement persistant, puis c'est ce que je disais au début. On a une vision, voilà, consentement, c'est cookies, c'est avant l'espace logué, c'est sur un utilisateur qui va être anonyme. Alors qu'en fait, il existe maintenant des solutions pour pouvoir rendre ce consentement plus persistant. Et du coup, c'est assez clé. Je ne vais pas vous expliquer l'intérêt d'avoir plus de consentement. Je pense que tout le monde est convaincu ici. Donc, grosso modo, comment ça fonctionne? L'idée, c'est de collecter une fois un consentement. Et une fois que l'utilisateur il s'est exprimé sur une bannière, que ce soit sur du web, sur de l'application mobile ou sur n'importe quel autre univers, une télé connectée par exemple, de stocker, si la personne vient se connecter, s'identifier au cours de après ce choix-là, de garder de façon persistante ce choix. Donc voilà, le collecter, ensuite avoir du coup une expérience qui va être largement améliorée et ensuite des bénéfices qui vont être très importants au niveau mailing, au niveau de toute l'activation de votre stack technique, puisqu'une fois qu'on a capturé ce consentement, c'est très bien. Donc, dans cette première étape, on vous a mis quelques visuels, mais on donne le choix à l'utilisateur. Donc, bien sûr, on fait ces A/B tests pour voir quel est le meilleur format de bannière et les clients qu'on accompagne depuis longtemps peuvent justement tester. On a beaucoup de benchmarks et voilà comment c'est en réel sur le site d'Orange. Je vais exprimer directement mon choix de façon extrêmement granulaire. C'est ça qui est quand même très important et d'avoir les bonnes finalités. Ensuite, du coup, je n'ai pas forcément je dois avoir évidemment les mêmes finalités de traitement et avoir une base commune pour pouvoir utiliser un consentement d'un univers vers un autre. Mais là, typiquement, ce que vous voyez sur l'écran de télé, vous avez peut-être déjà vu, d'ailleurs, des bannières de gestion de consentement d'IDOMI. On peut totalement personnaliser pour justement maximiser ces taux de consentement dans chaque univers. L'idée étant ensuite de garder ce consentement et de ne pas ressolliciter quand, une fois que je suis logué, je vais me connecter sur mon app Orange ou sur Internet sur Orange. Et il y a un chiffre qui est quand même clé là-dessus, heu, c'est qu'avec un dispositif persistant de cross-device versus un dispositif qui va être très classique dans lequel tout est décorrélé, donc à chaque fois que je me reconnecte sur un nouveau device, je change de navigateur ou autre, bah, on va me redemander le consentement. Ça a permis à Orange, et je parle sous le contrôle de de Nicolas, mais d'augmenter leur taux de consentement de 10 points. Voilà, avec tous les bénéfices qu'il y a derrière. Encore une fois, tout ce qui nécessite le consentement est amélioré derrière. Donc c'est pour ça qu'au niveau des étapes, vous connaissez tous le consentement, cookie, traceur. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment je fais pour améliorer l'expérience utilisateur, mais surtout également maximiser mes taux de consentement, mon customer journey, pour pouvoir mieux activer la data derrière. Et voilà grosso modo comment ça fonctionne. Donc à chaque fois qu'on est sur son compte, on peut bien sûr révoquer ensuite ses consentements avec 2 chemins, l'opt-in, l'opt-out. Chaque entreprise doit voir aussi quels sont ses taux de consentement sur chaque device. Donc il y a une vraie, stratégie, hein, à adopter pour avoir le bon parcours et que ce ne soit pas contre-productif. Et une fois qu'on a, voilà, la bonne porte d'entrée et que tout ça est extrêmement, cadré juridiquement, bah, on va collecter le consentement, au bon moment. C'est une bonne expérience. On va plus afficher. Par contre, on est sur une expérience qui est ultra transparente et à tout moment, en tant que client Orange, je peux révoquer mon consentement. Donc ça, c'est des choses qui sont très peu pratiquées au niveau du marché, mais sur lequel la tendance, elle explose puisque vous l'avez tous vu, vos taux de consentement, ils baissent. En tout cas, nous, sur les 1500 clients, il n'y en a pas beaucoup qui ont des courbes qui progressent très largement. C'est un casse-tête et vous investissez sur plein de solutions. Mais la réalité, c'est que sans consentement maintenant, on ne fait plus grand-chose. Et c'est en train de s'accentuer. Et pourquoi Orange est un cas extrêmement intéressant? On parle de gros volumes. Voilà, on parle de 23 millions d'utilisateurs. On parle d'environnement triple, si je veux diviser en trois mondes, et ça va même plus loin que ça. L'environnement web, l'environnement app iOS, Android et les univers de la télé connectée.
Donc, il y a une certaine complexité. Deuxièmement, ce qu'on veut faire, c'est une expérience qui va être fluide, qui va être simplifiée. Bien sûr, avec comme bénéfice d'améliorer les taux de consentement et il y a un gain mutuel entre l'utilisateur et l'entreprise qui, va avoir, plus de consentement, pour pouvoir mieux activer sa stack technique. Tout ça évidemment avec les bonnes preuves qui sont associées et le consentement qui va au bon endroit dans les systèmes. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais sur les 2 bénéfices du cross device, qui est l'étape sur laquelle, tout le monde, selon nous, va aller puisqu'on voit une demande, très, très forte avec cette baisse de taux de consentement qui vous pénalise au quotidien. Comment on fait pour l'améliorer et pour améliorer justement toutes les performances marketing et autres? Et on a plein de nouveaux projets et cetera qu'on pourra présenter à certains, d'entre vous, mais il y a plein de sujets passionnants sur ce consentement, unifié, certains sur le retail média. Bon, voilà, après on s'attardera pas, ici là-dessus. Et peut-être juste pour compléter un des bénéfices, ça nous arrive de vouloir faire des choses nouvelles dans les entrepôts chez Orange, je pense que ça arrive chez vous aussi. Quand on a ce consentement mutualisé, en fait, c'est assez simple. On rajoute une finalité, on rajoute un mot pour préciser quelque chose qu'on fait de nouveau et on recollecte les consentements. Et l'avantage quand on a cette, approche cross-device, c'est qu'en fait, il suffit qu'un client ait été sur un de nos actifs digitaux pour nous avoir transmis sa permission. Donc que ce soit une application, un site web, la télé et donc dans ce type d'approche, ça révolutionne la vitesse à laquelle on collecte les consentements. Typiquement, en un mois, on arrive à recollecter 60 de, nos consentements. Donc on peut faire des évolutions beaucoup plus rapides, là où historiquement, bah, collecter les consentements, il y a des situations où il nous fallait 2 ans. Voilà. Et donc pour compléter, ensuite, on a un axe de travail avec Didomi. On aime toujours, déflorer un peu, trouver des nouvelles pistes. On s'est orienté mécaniquement vers l'IA, donc l'utilisation de l'IA autour des préférences clients. Donc on va voir ça en 3 temps. Il y a un premier temps qui est autour de l'explication. Si vous vous souvenez, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il y avait, cette slide avec 7 items de l'IA Act. Il y avait un item autour de la transparence et ben c'est à cet item-là qu'on va commencer à répondre en travaillant sur l'explication de la présence de l'IA. Qu'est-ce que fait l'IA? En tant qu'utilisateur, Orange, vous me parlez, de Deezer ou de Netflix. Pourquoi vous me parlez de ça? Et donc ça, c'est un élément auquel on doit répondre. Deuxième point, et on verra aussi, c'est autour de la notion de gestion de préférence et puis enfin, on verra le workflow. Donc aujourd'hui, effectivement, on a pas mal de pages où on est amené à renseigner. Alors c'est assez, fastidieux, c'est un côté un peu légal, hein, ces pages-là. Et bien sûr, les clients ont pas trop envie de lire dans les détails, je les comprends. J'ai dû le lire une fois pour le valider et c'est tout. Hem Et l'enjeu, c'est d'aller au-delà, en fait, dans cette logique de transparence. Ça va être de rendre tout ça un peu plus vivant, d'y apporter de la valeur. Quand je reprenais mon exemple, hein, tout à l'heure, hein, je parle à un client de Netflix, bah, c'est peut-être parce que, j'ai identifié qu'il y avait une appétence, télé, peut-être même, sur certains types de contenus. Et donc je vais pouvoir lui retranscrire pourquoi je lui parle de Netflix. Et ensuite, ça va ouvrir à la suite autour des préférences. Bah, quand je vais parler de Netflix, j'ai pu me tromper. Et donc, il va y avoir tout un enjeu à capturer la préférence du client de façon à se dire, bah, peut-être que demain, je ne lui parle plus de Netflix. Et à l'inverse, en fait, sa télé, c'est pas son centre de préoccupation. Et à l'inverse, la musique, c'est son affinité. Et effectivement, la collecte des préférences va me permettre de réorienter l'appétence de ce client et de la gérer en temps réel. Elle peut aussi me permettre de faire quelque chose aussi d'un peu différent. C'est quand aujourd'hui un client, il reçoit des mails sur Netflix de ma part et que ça ne l'intéresse pas, à un moment, il va peut-être fatiguer, il va dire: «Je veux recevoir de mails d'Orange» et c'est fini. Et je lui parle plus et je peux plus lui poser la question par mail: «Est-ce que vous voulez pas que je vous renvoie des mails de temps en temps parce que c'était vraiment bien?» Là, avec la logique de préférence, j'anticipe tout ça avec la capacité aussi de dire: «Mais en fait, je ne veux plus entendre parler de Netflix parce que je suis déjà abonné chez Netflix directement, donc vous, Orange, vous ne le verrez pas. Bien sûr, on ne rentre pas dans tout cet échange, mais c'est le moyen pour nous de collecter ces affinités. Et puis si on va encore un cran plus loin,
Tout ça, ça va nous permettre effectivement, de par ses préférences, d'identifier des appétences qu'on avait pu ne pas identifier. Et quand on les identifie, on peut les mettre dans nos IA qui vont nous permettre demain de mieux identifier, les clients qui n'ont pas répondu à ces questionnaires. Donc il faut avoir en tête que c'est aussi un jeu à plusieurs coups, où une information va pouvoir nous permettre d'être plus intelligents, y compris pour les gens qui n'ont pas répondu à ce genre de questionnaire. Parce que soyons honnêtes, hein, je pense qu'on va pas tous prendre le temps d'aller répondre à tous les questionnaires de tous les sites, mais c'est cette intelligence collective ensuite qui ressort de par l'IA et qui se communique. Et en fait, j'avais un peu anticipé cette slide effectivement en disant, on a ces liens de désinscription en bas des mails et ces liens de désinscription, de par cette gestion de préférence, bah, on peut les traiter complètement différemment et éviter d'avoir un refus immédiat. Alors je vous ai parlé des affinités juste avant, mais on pourrait très bien se dire: «Bah, tiens, je ne veux recevoir qu'un mail d'Orange par semaine, je ne veux pas avoir des mails, le matin». Alors on avait une mauvaise expérience il y a une année, on a des SMS qui sont partis la nuit à 2 heures. Ça a réveillé des clients, ça c'était pas sympa. Heu, donc mais on pourrait typiquement demander effectivement quel est un moment opportun pour faire nos envois de mails. Donc c'est tout un j'allais dire, c'est une nouvelle boîte à outils qu'on est en train de construire, de voir ensemble et qui ouvre des perspectives particulièrement intéressantes en termes de personnalisation. Et qui, va être accéléré de par l'usage qu'on peut en avoir dans le cadre de l'IA. C'est la petite synthèse, mais on a abordé à peu près tous ces éléments, hein. L'enjeu de transparence, une expérience effectivement, éthique, derrière effectivement, c'est tout l'enjeu de l'IA responsable. Et puis, on a cette ambition, c'est prétentieux, mais continuer à être un leader autour de l'IA responsable. On fait beaucoup de choses sur le sujet, mais on ne veut pas faire de l'IA pour l'IA. Pour nous, c'est une préoccupation que l'IA qu'on déploie soit responsable et prenne en compte effectivement heu, un maximum d'éléments, pour être efficace pour nous et pour nos clients. Voilà et on est ravis de vous aider, de vous donner la palette d'outils pour vous aider sur cette partie, consentement et préférence. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions? On peut prendre quelques questions, on a le temps. Allez-y. Pas grave, merci. Pardon. Ouais, concrètement, vous avez déployé un outil d'IA qui vient, adapter la question de consentement au profil client. Enfin, concrètement, comment ça se passe? Je Ah oui. Heu, on n'a pas déployé un outil d'IA, on a des IA qui sont en présence et effectivement, en parallèle de ça, on a d'une part, la collecte de consentement qu'on travaille, avec, Raphaël sur comment on optimise notre collecte de consentement et cette nouvelle boîte à outils que je présentais, qu'on utilise particulièrement dans le cadre de l'IA, qui est la gestion des préférences et effectivement qui vient alimenter derrière de l'IA. Mais on n'a pas de l'IA qui va venir gérer la façon dont on présente le consentement. Parce que déjà, on rentrerait dans une complexité où on pourrait se dire, dans beaucoup de cas, il faudrait déjà un consentement pour Consentement, pouvoir. consentement, ouais. Peut-être que ça arrivera, mais pour l'instant, non, ouais, c'est vraiment la on peut remettre la slide sur la palette, de préférences ici, par exemple. On aide à collecter et ensuite qui vont aider à alimenter le système. Nous, on aide justement, oui, à fournir les consentements et les préférences qui vont servir à Orange de pratiquer l'IA. Je vous en prie. Ouais, moi j'aurais une petite question sur les règles privacy des constructeurs, notamment iOS, qui, si on refuse l'ATT, l'App Tracking Transparency, ils demandent de ne plus présenter la politique cookies, voire de tout mettre en grisé. Comment vous gérez ces privacy constructeurs qui peuvent venir par-dessus vos gestions de politique cookies? Chez Orange, tu sais comment vous les gérez? C'est pas très, très simple, hein, parce que ça dépend en plus,
des valideurs. Donc on a eu des expériences pas toujours très très agréables où quelque chose est très bien passé sur une application, on fait la même chose sur une autre, ça passe pas. Et on se retrouve dans des dérives complètes, où en tant qu'Européens, nous on n'est pas grand-chose vis-à-vis de ces acteurs-là. Et on n'a pas forcément du coup le pouvoir de modifier leur façon de voir les choses. Euh, Il y avait il y avait un groupe de travail qui avait été mené au niveau européen d'ailleurs pour enlever le pouvoir, s'opposer aux positions d'Apple qui étaient un peu prégnantes. J'ai pas suivi jusqu'où ça a été. Pour moi, j'ai pas vu les aboutissements, donc j'imagine que c'est toujours en cours. Avec l'Union européenne, ça peut prendre 2-3 ans encore, hein. Ouais, et surtout que ça arrive sur Android, a priori. Il y aurait la même chose qui va arriver sur Android. Donc, Probable, ouais. Bonjour, comment vous faites pour utiliser toutes ces règles de gestion en gestion de campagne pour pouvoir assurer la sécurisation et ne pas envoyer d'emails à ceux qui n'auraient pas répondu à une préférence ou une autre, par exemple? Parce que ça fait énormément de cas, en fait, à prendre en compte. Alors, pour l'instant, tout ça, on est sur un axe de travail. Donc, c'est quelque chose qu'on construit avec Didomi. Ce que je vous ai donné, c'est plutôt toutes les pistes pour l'instant qu'on a identifiées. On est conscient du fait qu'on ne va pas pouvoir aller sur tout, parce qu'à un moment, je veux pas recevoir de mails de Netflix, je veux pas, etc., etc. On finit par ne plus rien envoyer. Ou à l'inverse, on envoie des mails génériques où on retrouve des contenus que la personne ne voulait pas avoir. L'enjeu va être de trouver le bon niveau, vraiment entre les deux, entre cette personnalisation et encore une fois, tout le monde ne va pas répondre à ces questionnaires. Donc ça va plutôt aussi nous aider à être plus intelligents en capturant des informations qui vont nous permettre de servir à partir des 5 à 10% qui vont répondre au questionnaire, couvrir nos 100% de clients. Pas d'autres questions? Bon, de toute façon, on sera avec Nicolas juste après sur le stand si vous avez besoin. Merci Nicolas, merci à tout le monde pour votre attention et bonne journée.